Bonjour, je suis Jocelyne Guillon du Magogie. Bienvenue à ce webinaire. Dans ce webinaire, nous allons aborder la question de comment préserver sa santé avec une activité physique adaptée à son âge et à sa condition physique. Ces conseils pratiques seront donnés par Stéphanie Guibert, qui est responsable Ciel Bleu Poitou-Charentes, et elle sera accompagnée par le docteur Vincent Ould-Aoudia, président du Gérontopole Pays de la Loire. Donc les Tutonomies, c'est une web-série qui est sur YouTube depuis 2019. Ça a été mis en place avec Malakoff Humanis et des experts du médico-social. Donc, c'est des tutoriels pour aider au quotidien les personnes qui soutiennent un proche en perte d'autonomie. Et puis, depuis cette année, on a lancé ces webinaires mensuels parce qu'il y a des thématiques qu'on ne peut pas traiter dans un tutoriel, tout simplement. Donc, ces webinaires, ça va vous permettre d'échanger avec un expert, d'avoir un aperçu rapide des aides et des lieux où demander de l'aide. Et puis, ça s'élargit un peu plus sur le bien vieillir. Donc, c'est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et puis l'équipe du Gérontopole Pays de la Loire et des professionnels qui viennent intervenir. Je tiens à remercier Madame Stéphanie Guibert d'avoir accepté de nous présenter le sujet de l'activité physique adaptée et je lui laisse donc la parole. Merci. Merci Madame Guillon, merci docteur Ould-Aoudia de faire appel à l'association Ciel Bleu dont je fais partie. Donc effectivement, l'objet de l'intervention de ce matin va être tourné autour de l'intérêt de l'activité physique adaptée à destination des aidants et des aidés, mais on pourrait dire aussi l'activité physique adaptée pour tous puisqu'elle est bonne pour tout le monde. Donc, cette intervention, elle sera faite en deux parties. Sur la première, donc plus prendre soin de l'autre, et la deuxième partie, plus comment prendre soin de soi, puisque pour prendre bien soin de l'autre, il faut d'abord prendre soin de soi soi-même. Donc tout d'abord, en introduction, les aidants naturels sont au cœur vraiment du maintien à domicile des différentes personnes. Donc ça peut être des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des personnes en situation atteinte de maladies chroniques avec un danger important de s'essouffler, de s'épuiser, voire de mettre en péril sa propre santé et donc de ne plus pouvoir s'occuper de son aidé. Donc, vraiment, nous souhaitons que les aidants prennent conscience de leur capacité, de leur potentiel physique, afin de maintenir leur propre potentiel le plus longtemps possible et de pouvoir s'occuper de leur aidé. Donc, pour pouvoir aider au quotidien une personne dépendante, c'est ce que je disais, il est important d'être en forme soi-même physiquement et psychologiquement. Tout à l'heure, on parlera justement de la définition de la santé. L'aspect psychologique est tout aussi important que l'aspect physique. 60% des aidants naturels sont des enfants, donc c'est vraiment dans le cercle familial ou des conjoints. Alors, vous allez me dire les attentes des aidants, vos attentes en lien avec l'activité physique, c'est peut-être pas naturel de faire le lien. Une des attentes, c'est comment faire face aux incapacités quotidiennes de la personne que j'accompagne. L'idée de l'activité physique va être de mieux connaître son aidé et ses possibilités et surtout nos possibilités en tant qu'aidant. Une autre attente des aidants, c'est comment faire pour reculer le placement, puisqu'en général, on a envie de rester au domicile le plus longtemps possible. L'intérêt de l'activité physique va être de maintenir l'autonomie de l'aidé tout en stimulant physiquement et cognitivement. Ou alors, une autre inquiétude, une autre attente, c'est garder une relation aidant-aidé. Et l'activité physique va permettre d'optimiser cette relation, apprendre à lire le langage corporel, puisque même si on n'est plus dans la communication verbale, on peut apprendre que le corps renvoie des signaux et qui vont nous aider à favoriser cette relation.
Et puis une autre question, alors il y en a plein d'autres, hein, mais c'est comment manipuler l'aidé qui va avancer en âge, qui va peut-être perdre en autonomie, et moi aussi je vieillis, ça devient de plus en plus difficile. Donc c'est aussi apprendre à bien se positionner et protéger son corps en utilisant ses points forts, en accent vraiment sur ses propres capacités. Donc, prendre soin de l'autre, c'est important. On va commencer par définir les aidants proches et les aidés. Qui êtes-vous? Donc, c'est 8,3 millions d'aidants proches, dont 4,3 millions ont plus de 60 ans. Donc, c'est un nombre assez important. Donc là, on parle des aidants familiaux qui ont plus de 16 ans pour à peu près 5,5 millions d'aidés. Donc, c'est beaucoup de personnes en France donc, vous n'êtes pas forcément tout seul et donc, c'est important justement de parler de tout ça. Donc, on peut être aidant dans différentes situations, soit dans l'aide à la vie quotidienne, mais ça peut être aussi pour un soutien financier, pour un soutien matériel ou un soutien moral. Il y a différentes façons d'accompagner son aidé. 50% des aidants vivent au domicile de l'aidé. Un tiers à peu près sont des retraités. Et puis, souvent, quand on est aidant, eh bien, on ne veut pas déléguer. Et ça, c'est vrai pour 60% des personnes parce qu'on considère que c'est c'est à nous-mêmes de nous en occuper parce que c'est notre parent, parce que c'est notre conjoint, c'est notre enfant. Et on se dit que c'est forcément à nous de le faire et hors de question que quelqu'un d'autre rentre chez moi pour s'en occuper. La moitié des personnes sont donc des conjoints et la moyenne d'âge est de 70 ans et 30% sont des enfants et la moyenne d'âge est donc de 51 ans. Le ressenti des aidants, c'est vraiment un ressenti. Hein. Du coup, quand on a dit tout ça, c'est 70% ont l'impression de ne pas avoir de vie de loisir. C'est qu'on s'occupe de son aidé à 100% et on prend vraiment plus de temps pour soi. La moitié n'ont pas le moral et 57% estiment avoir une forme physique négative et ces différentes conditions réunies finissent par amener à l'épuisement. Donc, c'est tout l'intérêt du coup de l'intérêt de l'activité physique adaptée. Donc, un aidant proche, ça va être différent d'un aidant professionnel. Donc, c'est une personne non professionnelle qui vient en aide à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Et donc, un aidé, c'est un individu. Donc, ça peut être un enfant, un jeune enfant ou un parent vieillissant en perte d'autonomie assisté par une tierce personne. Donc, les risques et les contraintes, c'est ce qu'on disait, c'est une forte disponibilité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc sans moment de répit, sans moment de pause, sans temps pour soi, avec une grande implication psychologique, parce que ce n'est pas la même chose quand on s'occupe de son proche que quand on s'occupe d'une personne qu'on ne connaît pas ou juste dans le monde professionnel. Avec une aide extérieure difficile à accepter, donc on n'a pas de relais, on n'a pas de personnes pour nous soutenir et donc un manque de suivi professionnel et donc une mauvaise utilisation de son propre corps qui va amener du coup à un épuisement. Donc, les bienfaits de l'activité physique adaptée pour l'aider, ça va être justement de maintenir l'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est quoi? C'est l'indépendance physique et psychique, c'est-à-dire que la personne agit et pense par elle-même pour les actes de la vie courante. On peut être en fauteuil roulant et être autonome, et on peut avoir un bras cassé et être dépendante. Donc, c'est vraiment un ensemble, cette définition de l'autonomie. Donc ça, c'est la première définition qui était importante à donner. Et l'activité physique, qu'est-ce que c'est? L'activité physique, ce n'est pas forcément se dégager du temps pour aller à la piscine ou pour aller faire du sport. Les principaux contributeurs sont les activités de la vie quotidienne, incluant les déplacements du corps tels que la marche, le vélo, la montée d'escalier, le ménage et le shopping, des actions qui font partie de la routine.
Par rapport à l'autonomie et à la perte d'autonomie, quels sont les facteurs? Donc, c'est multifactoriel. Il y a le vieillissement naturel avec les pertes l'évolution au niveau de la vision, de l'audition, donc tout l'aspect sensoriel, la perte de sensibilité. Il y a aussi les maladies qui peuvent amener à une perte d'autonomie avec la prise de médicaments. Il y a la sédentarité et l'alitement, donc des personnes qui sortent de moins en moins de chez elles pour différentes raisons, vont rentrer dans un cercle vicieux et progressivement perdre de l'autonomie. Il y a également les facteurs psychologiques qui peuvent être source de dépendance avec l'isolement ou la peur de sortir, la peur de rencontrer du monde. Il y a également les causes sociales avec un habitat mal adapté, manque de moyens financiers pour se faire aider ou pour se déplacer. Et toute prise en charge, c'est important aussi de le souligner, on n'y pense pas, mais aussi c'est toute prise en charge excessive par l'entourage. Souvent, on va faire à la place d'eux et on va enlever de l'autonomie aux personnes et rentrer également dans un cercle vicieux. Et puis, quand on voit personne et qu'on ne sort plus, on n'est plus stimulé et l'absence de stimulation de la personne va favoriser la perte d'autonomie. Du coup, l'impact de l'activité physique adaptée dans la relation va avoir différents effets bénéfiques sur apprendre à se relaxer, se détendre. L'activité physique par elle-même libère des hormones et va faire qu'on va pouvoir se détendre et avoir du coup une meilleure relation. Ça va permettre d'améliorer la coopération avec l'aidant et l'aidé, en optimisant les capacités physiques de l'un et de l'autre et s'appuyer sur les capacités et non pas sur les incapacités. Ça va être aidant du coup dans les transferts, dans l'aide à la marche. Ça va permettre d'acquérir des techniques de manutention pour prévenir les maux de dos notamment. Effectivement, selon comment on aide une personne ou comment on la transfère d'une chaise pour se mettre debout ou d'un fauteuil à une chaise, selon comment on le fait, effectivement, on peut se faire mal, et d'autant plus quand on le fait plusieurs fois par jour. Et ça va également améliorer le lien social en redécouvrant son environnement. Ça va être un des objectifs principaux. La deuxième partie, donc plutôt sur comment prendre soin de soi, donc c'est ce qu'on disait, les contraintes et risques liés à la manutention des aidés et les solutions. Donc, à force de répéter les gestes plusieurs fois par jour, 7 jours sur 7, une fatigue physique s'installe. On peut être amené à avoir des lumbagos, des hernies discales, lombalgie, différents maux physiques. Et c'est là que s'entretenir physiquement est vraiment très important pour l'aidant. Renforcer son corps, sa musculature, puisqu'on disait que les aidants sont vieillissants. Par le vieillissement naturel, on a tendance à avoir une perte de masse musculaire. Donc, de continuer à faire du renforcement musculaire, c'est intéressant justement pour limiter cette fatigue physique. Ça va permettre aussi d'être plus endurant face à la répétition des gestes. Les différents niveaux de dépendance par rapport à la maladie, de stimuler la personne aidée va permettre de maintenir l'autonomie maximale en lui permettant de rester acteur. C'est vraiment important que l'aidé reste acteur au maximum, le plus longtemps possible, à la fois cognitivement, physiquement, et soit aidant dans sa propre aide. Stimuler cognitivement, c'est important pour les actes de la vie quotidienne et puis pour aussi souvent reprendre du plaisir. C'est vraiment important de prendre plaisir ensemble à pratiquer une activité physique et sortir de ce quotidien, puisque souvent on n'est que autour du soin et on n'a plus d'activité de plaisir. Le fait de faire intervenir un intervenant extérieur sur de l'activité physique adaptée va permettre de mettre en relation aussi avec les professionnels et faire rentrer des gens pour pouvoir se soulager. Et on peut aussi se former pour la manutention, pour la relation avec l'autre, donc accéder aussi à des formations. La santé
écoutez, donc c'est bon pour tous. Selon l'OMS, en fait, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, la pratique régulière d'un exercice physique est bonne pour la santé de tous, pour les aidants, pour les aider, mais c'est ce que je disais en introduction, vraiment pour tout le monde. L'activité physique va avoir un intérêt sur le métabolisme, donc sur la dépense d'énergie et sur le maintien de la masse musculaire. Donc, ça va éviter la prise de poids. L'activité physique a des bienfaits sur les problèmes cardiaques, sur la tension, sur le diabète, le cancer, l'ostéoporose. Donc vraiment tout ce qui peut arriver tout au long de la vie et avec l'âge, mais également par les maladies. Donc les recommandations pour être en bonne santé, c'est 30 minutes de marche par jour pour se maintenir en forme, donc toujours selon l'OMS. 30 minutes, ça peut vous paraître long, mais on peut tout à fait le fractionner par 10 minutes, plusieurs fois par jour, comme on prendrait un médicament. Je donne souvent cette notion-là parce qu'on est souvent habitué à prendre les médicaments 3 fois par jour, mais on pourrait sortir marcher 3 fois 10 minutes et ce serait un peu comme un médicament, mais un médicament, c'est une thérapie du coup non médicamenteuse. Alors, il existe différents types d'activités physiques. Il y a effectivement les activités de la vie quotidienne, mais on pourrait les classer en 3 thématiques. L'endurance cardiovasculaire continue avec la marche, le vélo, la natation. Le renforcement musculaire avec la gym d'entretien ou la méthode Pilates, la musculation. Et puis, les exercices de détente et de relaxation comme le stretching, la relaxation posturale et le tai chi. Donc, c'est vraiment tout un panel de différentes activités. Et pourquoi on propose ici toutes ces activités? C'est parce que la société aussi se sédentarise de manière générale et donc pour lutter contre les méfaits de la sédentarité, il est important d'augmenter notre activité physique quotidienne. En résumé, pour reprendre les 4 P pour une activité positive, et ça que ce soit pour l'aidant, pour l'aider, mais pour tous, ce qui est important, c'est déjà cette notion de plaisir, le plaisir pour soi-même, pour son aidé ou vraiment en binôme. S'il n'y a pas de plaisir, un des 4 P, c'est la pérennité. On ne pourra pas avoir une action dans le temps. Pourquoi avoir une action dans le temps? Parce que si aujourd'hui je vais courir, ça va me faire du bien et ça va être un peu difficile. Si j'y retourne dans 2 mois, ce sera toujours aussi difficile. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit régulier pour progresser et d'être de plus en plus endurant. Il faut que ce soit progressif également. Et ça, vraiment pour tout le monde. Parce que si ça fait longtemps que j'ai été éloignée de l'activité physique adaptée, enfin de l'activité physique tout court et que demain, je vais faire tout de suite 1h30, 2 heures de randonnée, je vais avoir mal. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas avoir envie d'y retourner parce que j'aurai eu des douleurs et ce sera du coup contre-productif. Donc, c'est vraiment important de faire un état des lieux de ces possibilités à un instant T et de commencer progressivement et d'y aller de plus en plus. C'est pour ça souvent on dit 30 minutes, mais qu'on peut tout à fait le fractionner par 10 minutes, par exemple, pour la marche, parce que d'abord, on peut ne pas avoir le temps ou ne pas prendre le temps, et 10 minutes, c'est déjà plus facile. Mais on peut aussi ne pas être en capacité de marcher plus de 10 minutes. Donc, c'est intéressant d'y aller progressivement. Et puis, il faut que ce soit personnalisé. Pourquoi personnalisé? Parce que ce n'est pas parce que mon voisin qui a 70 ans continue à faire des footings que moi, j'en suis capable. Donc, il faut vraiment que chacun puisse faire en fonction de ses possibilités. Et c'est déjà important de faire et très bien de faire. Donc, si mon voisin court tous les jours une demi-heure et que moi, je peux que marcher une demi-heure, c'est déjà très bien. Et il n'y a pas de moins bien. C'est vraiment en fonction des possibilités de chacun. Donc, c'est vraiment important ces 4 P. Donc, plaisir, progressive, personnalisé et pérenne. Ça peut être un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Et ça, j'ai envie de dire que c'est valable pour tous.
que ce soit pour des enfants ou pour des personnes d'un certain âge, c'est vraiment l'essentiel. Donc, pour avoir des bénéfices sur la santé, on va parler plutôt d'activité modérée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par activité modérée? C'est avoir une respiration accélérée, mais avec une conversation possible. Ça nous semble important d'avoir des choses assez simples sans avoir savoir prendre son pouls ou avoir maintenant il y a des outils connectés qui permettent de faire tout ça, mais c'est pas forcément accessible à tous et financièrement et par l'utilisation. Mais un moyen simple, c'est de sentir que sa respiration s'accélère, mais je peux encore parler. Donc, si vous vous remettez à une activité avec votre proche et que vous êtes hors d'haleine et que vous ne pouvez plus parler, dites-vous que vous êtes à un niveau d'intensité trop élevé et que du coup, il peut y avoir des méfaits sur votre corps et sur votre santé. Et puis, inversement, si vous pratiquez une activité et il ne se passe rien, vous ne sentez pas d'échauffement, de respiration accélérée. C'est mieux que de rester dans son canapé et d'être sédentaire, mais pour la santé, il y aura forcément un peu moins de bénéfices. Donc, les 30 minutes par jour dont on parlait tout à l'heure, concrètement, sur une semaine, ça se matérialise entre 150 minutes et 300 minutes sur la semaine pour avoir des bénéfices sur la santé. 150 minutes, on va être sur un entretien des capacités et quand on tend vers les 300 minutes par semaine, ça va être pour avoir une amélioration de ses capacités physiques. Donc, ça fait à peu près 30 minutes 5 fois par semaine. Donc, entre guillemets, on peut s'autoriser 2 jours un peu plus tranquilles et sans activité. L'idéal, ce serait, c'est pour ça qu'il y a un petit agenda en bas, ce serait d'alterner les activités d'endurance, donc qui sont la marche. On parle beaucoup de la marche parce qu'en fait, c'est techniquement accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'équipement spécifique, il n'y a pas besoin de payer une entrée. Donc, économiquement, c'est faisable par tout le monde. Donc, les activités d'endurance, donc la marche, la natation ou le vélo. La natation est aussi intéressante quand on a des problématiques d'arthrose ou de surpoids, où du coup la marche va être un peu plus difficile peut-être. Alterner avec des exercices de renforcement musculaire de l'ensemble du corps, à la fois sur les membres inférieurs, puisque c'est eux qui nous portent et qui vous permettent de vous déplacer, mais aussi au niveau de la ceinture abdominale, du dos et des bras, justement pour favoriser et aider au transfert et éviter justement tous les problèmes de lombalgie. Et puis les exercices de souplesse. Pourquoi? Puisque les muscles fonctionnent, puisqu'ils ont une capacité à se contracter et se relâcher. Et donc, il est vraiment important d'entretenir cette souplesse-là. Donc, les exercices de souplesse peuvent être tout à fait inclus à la fois dans les activités d'endurance et de renforcement musculaire en fin de séance pour se détendre et revenir au calme. Pour pratiquer des petits éléments pratico-pratiques essentiels, un certificat médical de non-contre-indication. Pourquoi? Parce qu'on considère que dans une démarche de prévention et de maintien, c'est intéressant d'en discuter avec son médecin et de ne pas s'y remettre comme ça tout seul d'un coup, d'évaluer un petit peu ses possibilités et ses contre-indications. Sachant que l'activité, elle est bonne pour tout le monde, mais le fait de le faire par un encadrement adapté, notre travail à nous, il sera vraiment d'adapter en fonction des possibilités de chacun. Donc, c'est vraiment important d'avoir un petit peu un diagnostic des possibilités. Une tenue adaptée, ça va de soi également parce que quand on a des vêtements trop serrés ou trop amples, eh bien, ça peut être source de chute et l'objet de l'activité physique, elle n'est justement pas de chuter et de se faire mal, mais au contraire de se maintenir. Donc, c'est vraiment important d'avoir une tenue adaptée et puis de l'eau et un petit encas en amont, mais de l'eau, c'est vraiment important pour hydrater son corps puisque pendant l'activité physique, on va avoir une dépense en eau un petit peu plus importante. Donc, c'est vraiment important de se réhydrater.
Une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas forcément évident de le faire tout seul. Et puis justement, le but pour les aidants et les aidés, c'est aussi de se faire aider parce que c'est difficile d'être monopolisé 24 heures sur 24. Donc, où trouver les bonnes informations? Donc, vous avez les organismes subventionneurs qui peuvent vous aider. Vos caisses de retraite, vos mutuelles, la CNAV, le conseil départemental qui va distribuer les aides à l'autonomie, l'ARS ou la MSA pour les personnes du secteur agricole. Donc, ils vont pouvoir vous donner des aides sur le maintien à domicile, mais également sur des actions de prévention et de soutien pour pouvoir se libérer du temps. Les CLIC, les CCAS et les mairies aussi sont des acteurs de proximité qui peuvent vous proposer aussi des solutions. Les associations d'aidants aussi sont là pour vous aider, soit en termes de conseils ou de soutien logistique dans la mise à disposition de temps. Les lieux, donc vous pouvez pratiquer un petit peu partout. Vous pouvez pratiquer soit à votre domicile, mais vous pouvez aussi au sein des mairies et des CCAS ou dans les clubs, dans les salles. Et puis, donc effectivement, vous avez l'association Ciel Bleu, donc, dont je fais partie, pour tout ce qui est vraiment activité physique adaptée, pour se remettre un pied à l'étrier avec des professionnels encadrés. Et dans vos régions, enfin dans votre région, puisque la majorité sont des Pays de la Loire, mais il y en a aussi de toute la France, on a des partenariats effectivement avec les caisses de retraite. Dans votre région, mais à peu près dans toute la France, après, ça dépend vraiment des territoires, mais il y a des formations un peu plus approfondies, puisque là, ça va assez vite en une petite demi-heure sur prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Et pour aller un petit peu plus loin, il y a aussi des activités collectives de gym aidant. Spécifiques, donc où on va travailler toutes les thématiques liées aux aidants, donc ce dont je parlais tout à l'heure sur apprendre à se relaxer, le renforcement musculaire et notamment au niveau dorsaux et abdominaux. À domicile, il y a des cycles de gym aidant aidé qui existent également pour apprendre à avoir une relation avec son aidé tout en améliorant la communication et en gardant cet aspect plaisir qui est vraiment essentiel, ou au travail pour avoir des activités physiques et de la stimulation mnésique à destination des aidants et des aidés. Donc, Ciel Bleu, c'est qui, c'est quoi? C'est une association donc, à but non lucratif qu'on pourrait imaginer un petit peu comme un bonhomme. L'association a été créée en 1997 sur Strasbourg par 2 étudiants. Et donc, cette association, si on l'a représentée par un petit bonhomme, c'est des jambes, parce que ça, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est les actions de terrain et de prévention à destination des personnes fragiles, avec cet objectif de redonner du bien-être en utilisant un outil qui est l'activité physique adaptée. Donc, pour toutes les personnes en situation de fragilité ou pas d'ailleurs, puisque pour la prévention, c'est aussi bien de faire de l'activité physique. Donc, c'est vraiment des jambes avec des actions de prévention sur le terrain, en collectif ou en individuel et dans le monde du travail. C'est un cœur parce qu'on est abrité par une fondation, la Fondation Ciel Bleu, et qui nous permet en fait d'avoir des mécénats et de proposer nos activités aux plus fragiles et sans que l'argent soit un frein, puisqu'on considère que ce merveilleux outil doit être accessible à tous, géographiquement et financièrement. Et puis, c'est aussi une tête parce qu'il y a un institut de recherche et de développement et qui nous permet de développer des programmes adaptés en fonction des différentes thématiques et problématiques. Donc, l'association Ciel Bleu, voilà, c'est un bonhomme avec ça bien fait, avec ses jambes, son cœur et sa tête à destination de tous et vraiment avec l'idée qu'il faut pratiquer sur tout le territoire, même si on habite hors des villes, en campagne et que ce n'est pas très accessible. Je vous remercie de votre attention et donnons des années à la vie et de la vie aux années. Merci Madame Guibert pour cette présentation très claire, très didactique. Je voulais juste relever 2 points qui me semblent extrêmement importants, que vous avez bien expliqués. Il faut bien prendre en compte le fait que l'autonomie, ce n'est pas la même chose que l'autonomie fonctionnelle et que l'activité physique participe du maintien des deux.
L'autonomie, c'est la capacité à gouverner sa propre vie, à faire ses choix, à prendre ses décisions. Ça veut dire qu'elle est très liée aux capacités intellectuelles et cognitives d'une personne. L'autonomie fonctionnelle, c'est la capacité à réaliser les actes de la vie quotidienne. Mais les deux sont liés et sont certainement soutenus par le maintien d'une activité physique adaptée. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que vous avez très justement indiqué que le déconditionnement à l'effort par la sédentarité est un cercle vicieux qui fait que moins on bouge, moins on est en capacité de bouger, plus on perd des capacités physiques. Je crois que cette notion de déconditionnement à l'effort est une notion pour laquelle il faut développer de la prévention, et la meilleure des préventions, c'est l'activité physique adaptée. Alors, je vous remercie pour tous les messages que vous avez fait passer qui sont extrêmement importants. Comment pouvoir maintenir une activité de marche lorsqu'on a un problème d'arthrose, et je pense en particulier à l'arthrose des hanches ou à l'arthrose des genoux? Alors, tout dépend où se situe l'arthrose. Enfin, j'imagine qu'elle est plutôt basée sur les membres inférieurs. Donc, d'où l'importance de fractionner. Alors déjà, quand on est en état de crise importante, on préconise de rester au repos. C'est rare qu'on préconise de rester au repos, mais quand on est vraiment trop douloureux, oui, il faut écouter son corps et effectivement, on reste au repos. Sinon, fractionner et penser déjà à bien s'échauffer également, parce que le corps ne peut pas travailler si on va comparer ça à une voiture, un moteur diesel, on a besoin de le faire chauffer. Ben, le corps, c'est un petit peu pareil. Donc déjà, commencer par 5 minutes, 10 minutes d'échauffement articulaire, de mobilisation articulaire en douceur pour remettre un petit peu d'huile dans tous les rouages, et ensuite on pourra aller marcher et commencer. Et si 10 minutes c'est trop long, 5 minutes. Si au-delà de 10 minutes, la douleur est importante, il faut arrêter et recommencer un petit peu plus tard. On peut utiliser aussi des bâtons, utiliser la marche nordique. C'est une activité qui commence à avoir quelques années, mais qui va permettre de soulager le poids du corps et de libérer les articulations des genoux et des hanches et que ce soit un petit peu moins douloureux. La question des chaussures aussi est importante. Des chaussures adaptées, bien fermées, va permettre d'amortir aussi et que ça tape moins sur les articulations. Pourquoi pas marcher dans l'eau? Ça peut être ou en piscine, du coup, ou dans un lac. L'eau va avoir l'effet d'alléger la masse corporelle et en même temps de travailler avec de la résistance. Donc, ça va être plus soulageant pour les articulations. Donc, fractionner, être bien équipé, utiliser des bâtons ou marcher dans l'eau. Est-ce que des aides techniques comme un déambulateur peuvent se révéler utiles et permettre néanmoins de pratiquer une vraie activité de marche? Alors, après, tout dépend de la personne. Effectivement, si c'est plus confortable, ça peut être envisagé. Effectivement, on va avoir un appui avec les deux mains. Donc, le poids du corps ne va plus être réparti que sur les deux jambes, mais également avec un appui au niveau des bras. Donc, un déambulateur peut également être une aide ou une canne. Effectivement, il vaut mieux marcher avec des cannes ou avec un déambulateur que de ne pas marcher du tout. La marche va avoir aussi cet intérêt d'entretenir la masse musculaire au niveau des membres inférieurs. Je suis aidant, mon conjoint a une maladie d'Alzheimer, mais je crains que s'il n'arrive pas à faire les exercices qui sont proposés, cela ne déclenche chez lui une agitation, une agressivité, car il ne supporte pas d'être mis en échec par des activités, par des gestes, par des choses qu'il pouvait faire avant et qu'il ne peut plus faire. Quels conseils donnez-vous? Les interventions, du coup, par les professionnels, déjà, en général, ce sont toujours le même professionnel qui va intervenir auprès de la même personne, que ce soit en EHPAD auprès des unités Alzheimer ou à domicile. En fait, ça va toujours être le même intervenant de façon justement à avoir ce côté de réassurance auprès de la personne. C'est là aussi que la première séance d'évaluation diagnostique va être très importante de façon à cerner la personne. Et ensuite, effectivement, l'intervenant va se focaliser, c'est un peu ce que je disais dans l'intervention, sur les capacités et non sur les incapacités. Donc, la phase d'évaluation est très importante.
Et puis, s'adapter aussi au jour J parce qu'on sait très bien que pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas une journée qui se ressemble et il y a des fois, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on va essayer de trouver une solution favorisante et encourageante pour la personne pour éviter de la mettre en situation d'échec. On ne va pas effectivement solliciter le côté amnésique, savoir ce qu'ils ont mangé le matin ou les mettre en difficulté. Au contraire, on va plutôt être dans une approche de réassurance et de positif. On va essayer de trouver du positif. On travaille beaucoup aussi sur le ressenti. L'idée, ça va être d'amener du bien-être à tous et à chaque séance et d'essayer d'amener vers du positif. Je crois que le mot que vous venez de prononcer, Madame Guibert, est extrêmement important. L'objectif de l'activité physique adaptée, c'est d'abord d'apporter du bien-être. Ce n'est pas une performance sportive que l'on veut mesurer avec un chronomètre, avec un mètre. C'est vraiment apporter du bien-être. Mais derrière ce bien-être, on apporte toujours de l'amélioration dans la compétence physique, musculaire, tendineuse, d'équilibre aussi de la personne qui va pratiquer cette activité physique, que ce soit un aidé ou que ce soit un aidant. Et en tout cas, je vous tiens en votre nom à remercier Madame Guibert d'avoir pris le temps et d'être venue avec nous pour nous entretenir de cette question extrêmement importante, me semble-t-il, de l'activité physique à maintenir chez l'aidant et chez l'aidé. Merci Madame Guibert. Merci.